يالله 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 يا أخي قوم شفيع بارك سكري يالله 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 يا أخي قوم شفيع. Connu que les antagonistes du système rénine-angiotensine ralentissent la progression de la néphropathie diabétique. Et là, plusieurs études qui ont plus d'une décennie l'ont montré. Ce n'est pas l'objet de ma présentation. Cette utilisation des antagonistes du système rénine-angiotensine associée aux autres traitements de l'HTA, au traitement hypoglycémiant, à la prévention des autres facteurs de risque cardiovasculaires, aux mesures diététiques, ont permis une réduction de l'insuffisance rénale. Une étude publiée en 2014 aux États-Unis, une étude qui a fait le regroupement de 4 registres, a montré qu'il y a une réduction de 28,3% d'insuffisance rénale terminale, et ceci grâce à toutes ces mesures que nous venons de voir. Mais tout le bénéfice de ces mesures peut être anéanti rapidement par l'administration de produits néphrotoxiques ou par la survenue d'une infection urinaire sévère ou insuffisamment traitée. Alors, un seul chiffre, c'est pour avoir une idée, la toxicité rénale induite par les médicaments représente 15 à 27% des cas d'insuffisance rénale aiguë recensés à l'hôpital. Alors pourquoi le rein? Le rein, d'abord, est un débit rénal très élevé qui est à peu près le 5e du débit cardiaque et qui met donc cet organe en présence, plus fréquemment que d'autres organes, en présence de médicaments. Deuxièmement, le fort besoin en oxygène qui est lié à son architecture, à sa vascularisation médullaire, et qui fait la progression de la néphropathie diabétique. Il a plusieurs études. Troisièmement, le rein est l'organe présentant la plus forte surface endothéliale par gramme de tissu, qui fait qu'il existe une pression hydrostatique, c'est la plus importante au niveau de l'organisme, et cette pression hydrostatique va donc constituer un trapping pour les antigènes et pour d'autres produits. Troisièmement, il possède un système enzymatique multiple à tous les niveaux, et ce système enzymatique peut être bloqué par certains médicaments. Quatrièmement, le transport transcellulaire induit de fortes concentrations au niveau tubulaire et fait qu'il peut y avoir des précipitations de produits au niveau tubulaire et au niveau rénal. Et enfin, l'exposition à des médicaments libres, alors que ces médicaments sont liés aux protéines au niveau plasmatique, au niveau rénal, ces médicaments sont libres. Alors, nous allons voir donc dans un premier temps les produits néphrotoxiques, et puis je dirai un mot des infections, bien sûr, qui constituent une menace pour le rein. Alors, les principaux produits néphrotoxiques impliqués chez les diabétiques sont les produits en tête de liste, les produits de contraste, les AINS, les IECRA2, les antibactériens. Vous voyez ici que plusieurs classes d'antibactériens sont concernés, les antifongiques, les anti-angiogéniques, les statines, et ne pas oublier les plantes médicinales qui sont très utilisées chez nous au Maroc, en Algérie, en Tunisie et même en Afrique, et donc qui peuvent constituer vraiment des produits très néphrotoxiques. Alors les présentations cliniques sont diverses et variées. Certaines peuvent passer inaperçues parce qu'il faut vraiment s'intéresser aux manifestations tubulaires sous forme osmolarité basse ou bien de manifestations qu'il faut vraiment détecter par des examens que nous allons voir, et très peu vont avoir une manifestation clinique telle que la néphropathie tubulo-interstitielle aiguë qui va se manifester par une fièvre ou par une microangiopathie thrombotique qui elle aussi va se manifester par une fièvre, mais que nous risquons d'attribuer à une infection pulmonaire s'il s'agit d'un sujet âgé qui est alité ou autre chose, et nous oublions le rein. Alors l'évaluation de la néphrotoxicité, d'abord le diagnostic d'insuffisance rénale. Tout le monde sait que l'augmentation de la créatinine vraiment n'est pas fiable et elle ne permet pas de poser précocement le diagnostic. La baisse de la clairance de la créatinine non plus, et donc il faut s'intéresser d'emblée à la baisse du débit de filtration glomérulaire en calculant l'MDRD ou bien le CKD, et puis l'MDRD est plus ancien, et donc sur Internet ou il y a des tablettes, on peut le calculer facilement.
Concernant les marqueurs de la fonction glomérulaire, ils sont classiques et ils sont fiables, qu'il s'agisse de la microalbuminurie ou de la protéinurie. Quant aux marqueurs de la dysfonction tubulaire, on en voit de plus en plus. On peut commencer par le plus simple, le volume urinaire, le poids du malade, tout simplement, quelqu'un qui prend sans aucune raison, donc il y a des œdèmes, les électrolytes sanguins, la N-acétylglucosaminidase, rétinyl binding protein, la bêta-2 microglobuline, l'alpha-1 microglobuline, et j'en passe. Les plus récents, par exemple le GSTA, qui vous permet de localiser l'affection, c'est le tubule proximal. Le KIM1 également tubule proximal, le GSTM tubule distal, le PAP1, la papiloclustérine générale. Donc vous voyez, on va vraiment dans des localisations très précises. Alors, on va commencer par la néphrotoxicité des produits de contraste iodé qui représente à elle seule 10% des insuffisances rénales aiguës acquises. Et c'est l'exemple même de la néphrotoxicité tubulaire. Le diagnostic est posé devant une augmentation de 25%, une augmentation ou de 0,5 mg par décilitre de la créatinine plasmatique par rapport aux valeurs initiales. Et là, on doit faire dans les 3 jours après l'injection intravasculaire d'un produit de contraste, on doit donc calculer la créatinine et ou bien le débit de filtration. Alors, les mécanismes, il faut appel à une hypoxie médulaire qui elle-même va libérer des radicaux libres, qui va être à l'origine d'un stress oxydatif et qui va aboutir à une apoptose des cellules tubulaires. Alors, les facteurs de risque de la néphropathie liés aux produits iodés sont très importants à connaître. D'abord, le volume élevé des produits de contraste. J'ai mis à côté un graphique, l'accident, la néphrotoxicité est liée au volume. Plus le volume du produit est important, plus la néphrotoxicité, il y a un risque de néphrotoxicité. Deuxièmement, les injections multiples. Et là, il faut penser aux examens multiples, faire aujourd'hui une UV, le lendemain un scanner avec produit iodé, etc. L'hypotension chez le malade, l'anémie, la déshydratation, attention le piège du ramadan, les sujets sont à la limite de la déshydratation, une albuminurie inférieure à 35 grammes, la co-administration d'autres médicaments potentiellement néphrotoxiques. Et donc c'est à prendre impérativement en considération avant de poser le diagnostic d'un examen aux produits iodés. Comment prévenir cette néphrotoxicité? D'abord, supprimer le facteur de risque. Si votre malade présente une anémie, il faut traiter l'anémie. S'il est déshydraté, il faut réhydrater du système rénino-angiotensine, évaluer ensuite la progression de la néphropathie diabétique. Il faut considérer des alternatives à l'injection. Si un examen sans produit de contraste donne les mêmes résultats, à la même fiabilité, il faut préférer celui qui n'utilise pas de produit de contraste. Il faut arrêter les biguanides le jour de l'examen et 48 heures après. Alors qu'il y a une vieille notion qui faisait arrêter les biguanides 48 heures avant, maintenant c'est le jour de l'examen. Il y a une explication. L'hydratation, il faut hydrater à la base de 1 ml par kilo par heure, 12 heures avant l'examen et 12 heures après. Il faut donner du mucomis, qui est un produit, un expectorant, un acétylcystéine, 1200 mg 2 fois par jour pendant 2 jours. C'est un produit antioxydant et il a des propriétés vasodilatatrices. Dose minimale de produit de contraste, agent de faible osmolarité, parce qu'il existe plusieurs types d'osmolarité, et enfin, il faut faire la créatininémie dosée 24 à 72 heures après l'examen. Concernant les inhibiteurs d'enzymes de conversion, alors à gauche en bleu, chez le sujet qui ne reçoit pas d'IEC, lorsqu'il y a une ischémie rénale, il y a une synthèse de rénine, formation d'angiotensine, constriction de l'artère référente, augmentation de la pression intraglomérulaire et maintien de la fonction rénale, ça c'est la physiologie. De l'autre côté, l'ischémie rénale, synthèse de rénine, chez le sujet qui prend une injection en ARA2, il n'y a pas de formation ou défaut d'action d'angiotensine 2, pas de constriction de l'artère référente, baisse de la pression intraglomérulaire et diminution de la fonction rénale, ce qui fait que la réduction de la perfusion rénale elle est due à une altération de l'hémodynamique intrarénale. Alors, il faut doser la créatinémie et la kaliémie 3 à 5 jours après le traitement et on accepte jusqu'à une augmentation de 20% de la créatininémie. Les IEC et ARA2 doivent être prescrits à la dose minimale puis augmentés progressivement. Et il faut savoir, heureusement, que l'amélioration est rapide après l'arrêt ou la diminution de la posologie. Concernant la néphrotoxicité des aminosides, des antibiotiques, les aminosides sont en tête. C'est un effet cytotoxique direct, dose dépendant, mécanisme, fixation à des sites chargés
négativement sur la bordure ombrose cellule tubulaire, l'image à droite, accumulation dans les lysosomes et libération d'enzymes qui vont détruire les cellules tubulaires. Il y a différentes formes cliniques. Il y a les formes silencieuses et qui peuvent se manifester tout simplement par une élévation de la créatinine entre J5 à J8. Il y a des insuffisances rénales aiguës non olégurites et parfois polyurie initiale qu'on peut diagnostiquer. Si la polyurie, si le sujet n'est pas en hyperglycémie majeure, une polyurie peut attirer l'attention. Et enfin, le sédiment urinaire peut montrer des cylindres granuleux. La prévention de la néphrotoxicité, d'abord, il faut savoir qu'il existe du système rénino-angiotensine ralentissent la progression de la néphropathie diabétique. Il y a plusieurs études que la tobramycine. Il faut respecter les doses, réduction de la durée, 4 à 5 jours maximum, hydratation adéquate. C'est des sujets à très haut risque. Il faut surveiller la concentration sanguine résiduelle de médicaments et administrer à dose unique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, réduire, diviser par 2, non, c'est une dose unique. Arrêt du traitement peut traiter s'il existe une néphrotoxicité. Parfois, bien sûr, l'équilibration hydroélectrolytique est de mise et parfois on a recours à la dialyse. Les AINS, ça donne aussi une insuffisance rénale aiguë hémodynamique par inhibition de la synthèse des prostaglandines. Le tableau clinique peut être soit olégurique, soit une hypercalémie qui n'est pas proportionnelle à l'atteinte de la fonction rénale. On peut trouver un calcium très élevé alors que la fonction rénale est relativement normale. Et la fraction d'extraction de sodium est abaissée. Et là aussi, heureusement, il y a réversibilité à l'arrêt de l'ANS. Par contre, la néphropathie des analgésiques elle est cumulative et dose dépendante. Alors, la plus historique, c'est la phénacétine, qui donne bien sûr une insuffisance rénale chronique, lentement progressive, asymptomatique. La physiopathologie, c'est une atteinte de la médullaire par rétrécissement des vasa recta, zone de nécrose, puis nécrose papillaire. Donc, le danger, c'est qu'elle passe inaperçue. Enfin, la cristallurie, qui peuvent être isolées, c'est un examen de sédiments urinaires, on trouve des cristaux. Elle peut être hématurique, soit microscopique, soit macroscopique. Elle peut donner une neuropathie obstructive due à la formation d'un calcul. Elle peut aussi donner une insuffisance rénale aiguë par précipitation intratubulaire des cristaux. Alors les médicaments, vous voyez en tête l'amoxicilline et à la fin, vitamine C en intraveineux. Beaucoup de malades prennent de la vitamine C en intraveineux lorsqu'ils ont par exemple la grippe. Attention. Alors, deuxième partie, l'atteinte rénale d'origine infectieuse. 2/3 des infections chez le sujet diabétique touchent l'arbre urinaire. Elles sont plus fréquentes chez la femme. Alors, l'infection urinaire, il y a des facteurs de risque. C'est d'abord l'âge, l'importance de la glycosurie in vitro Escherichia coli se développe en milieu sucré, l'ancienneté du diabète, la cystopathie diabétique, la vessie neurogène, les hospitalisations fréquentes, les complications vasculaires, les vaginites, l'utilisation d'instruments. Alors, la bactériurie symptomatique, 10 puissance 5 colonies. Si elle est récidivante, elle mène vers l'infection urinaire symptomatique et il faut savoir la traiter chez la femme enceinte, patient plus chirurgie urologique et chez les transplantés rénaux. Les infections basses, dépistage systématique, antibiotiques 8 jours, ECBU après le traitement systématique. Si une seule récidive, il faut rechercher un résidu postmictionnel et penser aux malformations urologiques. La prostatite, la forme typique, elle est classique. Attention, elle est moins évocatrice. Ça peut être un syndrome isolé, infectieux, forme atténuée ou pas fébrile, forme ATR normale, le piège, forme ATR normale et les formes associées à une pyélonéphrite. Là, c'est l'échographie endorectale qui permet de rectifier le diagnostic. Le traitement, n'oubliez pas, 3 à 6 semaines et ne pas s'arrêter à 2 ou 3 semaines dès qu'il n'y a plus de signes. Les infections du haut, pareil, c'est la pyélonéphrite aiguë, mais là aussi 2 pièges. Ça peut être une fièvre isolée, ça peut être un déséquilibre inexpliqué du diabète. Et savoir si la fièvre dure plus de 72 heures, alors que le traitement biothérapie adéquate, il faut faire une tomodensitométrie à la recherche d'abcès du rein. La nécrose papillaire, elle est sous-estimée, elle correspond à une nécrose de la papille. Le rôle de l'infection est évoqué mais mal élucidé. Et les tableaux sont multiples et variés. Ça peut être une pyélonéphrite, hématurie, altération de l'état général. Le tableau caricatural, c'est l'émission d'un fragment de papille. La nécrose papillaire, pour l'avoir dessiné en échographie, le scanner hélicoïdal est le plus sensible.
On voit des images d'urographie. La cystite enfin emphysémateuse, surtout chez la femme, dénutrie, état d'immunosuppression, état favorisant la stase, neuropathie végétative, hypertrophie de prostate chez l'homme. La cystite emphysémateuse, elle est définie par la présence d'air dans la paroi et parfois dans la lumière de la vessie, douleur dans 80%, dysurie dans 50%, asymptomatique dans 7%, pneumaturie 10%. À l'ASP, on peut déjà voir des clartés, mais c'est la tomodensitométrie qui permet de diagnostiquer. L'évolution, elle est effroyable puisqu'on peut avoir jusqu'à 50% de décès par choc septique, traitement biothérapie à l'asper, initialement associé à une vidange gastrique. En conclusion, le rein diabétique est un organe vulnérable. Attention, surveillance régulière, bilan. Avant de prescrire un nouveau médicament, pensez à son éventuelle néphrotoxicité, dépister et traiter les infections urinaires, notez la déshydratation comme facteur de risque qu'on retrouve partout. Et enfin, attention à la néphrotoxicité des plantes médicinales et je vous remercie.